À l'aube, sur la plage de Biarritz, la première lumière du soleil se déploie sur l'océan, se reflétant sur la peau dorée et les cheveux blonds de Chloé Lecarreux qui flottent au vent. Au milieu de ce décor, elle se tient pieds nus sur le sable fin, le regard tourné vers les vagues. Ce n'est pas un instant de détente, mais la préparation d'une séance photo qui fera parler le monde de la mode pendant des mois. Dans le milieu, certains disaient que Chloé était trop « sauvage » pour se plier aux codes rigoureux des podiums parisiens, trop libre pour accepter les règles tacites que toute mannequin expérimentée connaît. Pourtant, cette différence est devenue son arme silencieuse, ouvrant des portes que l'on croyait réservées à quelques rares élus. Chloé n'était pas l'image parfaite de la poupée que la mode avait longtemps adulée. Son sourire lumineux, teinté d'un brin d'audace, ses pas plus affirmés que graciles, et son regard qui se perdait vers l'horizon plutôt que de se figer sous les flashs, tout cela faisait d'elle à la fois un paradoxe et la promesse d'un souffle nouveau. À cette époque, peu imaginaient que la jeune femme sur la plage de Biarritz deviendrait bientôt un top modèle emblématique de l'esprit libre et de la beauté authentique, prête à ébranler les plus vieilles normes de la haute couture. Chloé Lecarreux est née et a grandi dans le sud-ouest de la France, dans une région où les petites rues épousent les collines et où l'odeur du sel marin se glisse dans chaque rafale de vent. Son enfance se déroule entre les matinées embrumées, le murmure des vagues au loin et les après-midi passés à jouer sur le sable avec les enfants du village. Sa famille n'était pas riche, mais ne vivait pas non plus dans la précarité. Son père était menuisier, sa mère employée dans une boutique d'artisanat. Il vivait simplement, attaché à la chaleur familiale et à l'indépendance de chacun. Dès son plus jeune âge, Chloé se distinguait des autres filles. Alors que beaucoup jouaient à la poupée ou imitaient leur mère en cuisine, elle préférait escalader les rochers, nager dans l'océan ou passer des heures à observer le ciel changer de couleur. Sa mère disait souvent que Chloé avait le regard d'une rêveuse, mais derrière ce regard se cachait une énergie mystérieuse, une force qui l'empêchait de rester en place. À l'adolescence, elle dépassait d'une tête ses camarades. Sa silhouette élancée mais athlétique, forgée par le sport, la rendait aussi visible que différente. Dans une petite ville, toute différence attire les regards et les commentaires. Certains la trouvaient belle et atypique, d'autres la jugeaient trop mince, trop garçon manqué. D'abord déstabilisée, Chloé finit par transformer ses remarques en moteur, se répétant que son apparence ne nécessitait l'approbation de personne. La famille Lecarreux ne se projetait pas dans l'univers de la mode. Pour son père, sa fille devait choisir un métier stable, institutrice ou employée de bureau. Sa mère, plus douce, craignait que ce milieu impitoyable ne la blesse. Mais en silence, elle observait chaque changement, la façon dont Chloé choisissait ses vêtements, se coiffait seule ou gagnait en assurance devant l'appareil photo des amis du coin. Les premiers pas de Chloé dans la mode ne se firent pas sur des podiums prestigieux, mais lors de séances photos improvisées avec des amis passionnés d'art. Sur la plage ou dans les bois, ils utilisaient la lumière naturelle. Chloé ne posait pas vraiment. Elle marchait, tournait, levait les yeux vers le ciel. Cette spontanéité captivait. Un jour, un jeune photographe parisien, en vacances dans la région, la remarqua par hasard. Après quelques clichés et un échange de cartes de visite, Chloé rangea ce petit carton dans un tiroir, sans imaginer qu'elle venait de planter la première graine d'un parcours qui l'amènerait, un jour, à devenir un top modèle reconnu, portant avec elle la liberté, la fougue et la curiosité de son enfance au bord de l'Atlantique. L'été de ses 19 ans, alors que le soleil baignait Biarritz d'une lumière éclatante, la première véritable opportunité se présenta. La carte de visite du photographe parisien, restée 1 an dans un tiroir, refit surface quand une amie de Chloé lui lança « Tu devrais essayer, c'est peu, être ce que tu attends depuis toujours ». Chloé rit,
affirmant qu'elle ne se voyait pas dans de longues robes de soirée sous des projecteurs aveuglants. Pourtant, l'idée se mit à résonner en elle, comme le bruit des vagues qui ne s'interrompt jamais. Un matin de juillet, elle prit son courage à deux mains et appela le photographe. Surpris mais ravi, il l'invita à Paris pour un test photo. Ce fut sa première entrée dans un studio professionnel. L'odeur du maquillage, le cliquetis frénétique des appareils, la musique mêlée aux directives du styliste. Au début, elle se sentit étrangère parmi les mannequins aguerris. Mais dès que l'objectif se braqua sur elle, Chloé retrouva son instinct, marcher avec la légèreté qu'elle avait sur le sable, regarder droit sans forcer, sourire comme si elle venait de découvrir un secret. La séance fut simple, quelques portraits, quelques poses, mais envoyées à plusieurs agences parisiennes, les images reçurent des retours rapides. Certaines estimèrent que Chloé était trop naturelle pour les campagnes commerciales. D'autres, au contraire, virent en elle un potentiel unique. La nouvelle de son voyage à Paris pour tenter sa chance comme mannequin surprit sa famille. Son père secoua la tête, persuadé que ce n'était qu'un caprice passager. Sa mère resta silencieuse, mais ses yeux mêlaient inquiétude et fierté. Les amis du village se divisèrent. Encouragement d'un côté, scepticisme de l'autre. Chloé se dit qu'elle n'avait rien à perdre. Échouer signifiait simplement revenir à Biarritz. Mais ne pas essayer laisserait toujours un « et si » dans son esprit. Cette conviction la poussa à accepter une deuxième invitation, un casting pour une marque de mode parisienne émergente. Le jour J, elle ne porta rien d'extravagant. Chemise blanche oversize, jean brut, cheveux libres. Dans la salle, des dizaines de regards scrutaient chaque pas. Certains jugèrent sa simplicité décalée. Mais quand Chloé marcha, l'espace sembla se figer. Son pas était ferme, ses épaules droites, et son regard portait une assurance impossible à imiter. Elle fut retenue pour la campagne automnale de la marque. Ce n'était pas un contrat monumental, mais suffisant pour que son visage apparaisse dans un lookbook diffusé à l'échelle nationale. En tenant ces pages imprimées, Chloé comprit qu'elle pouvait être plus qu'une fille de l'océan. Elle pouvait devenir un top modèle capable d'apporter le souffle de liberté jusque sur les podiums les plus lumineux de Paris. La campagne automnale ne fut qu'un début. Grâce à ce lookbook modeste, une styliste renommée de Paris remarqua Chloé et la présenta à un directeur de casting à la recherche d'un nouveau visage pour la Fashion Week. Une opportunité dont rêvent des centaines de mannequins, mais qui représente aussi une épreuve redoutable. L'audition eut lieu dans une vaste salle au sol de bois poli. Les candidates défilaient les unes après les autres, perchées sur des talons aiguilles vertigineux, le visage fermé. Chloé, cheveux blonds lâchés, regard franc, entra comme si elle marchait sur le chemin familier de Biarritz. Sa foulée, longue et assurée, ne cherchait pas à séduire mais imposait un rythme qui captait l'attention. À la fin, le directeur de casting se contenta de dire « Vous ouvrirez le défilé ». Lorsqu'elle posa le pied sur le podium parisien pour la première fois, la lumière blanche l'enveloppa, la musique monta et son cœur s'emballa. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était elle-même, libre, forte et parfaitement yin-ling face à la pression. Après le show, la presse la surnomma « le vent marin de la haute couture ». Les invitations se multiplièrent. Chloé parut en couverture de Vogue France, Elle, Harper's Bazaar, et travailla avec Chanel, Isabelle Marant, Balmain. Chaque défilé offrait une facette différente, parfois fluide et solaire comme la Méditerranée, parfois énigmatique comme une nuit parisienne. Les photographes adoraient qu'elle ne reproduise jamais deux fois la même expression. Elle ne pose pas pour être belle, elle vit dans chaque image, confia l'un d'eux. Malgré un agenda surchargé, Chloé revenait régulièrement à Biarritz entre deux saisons. La mer, disait-elle, l'aidait à garder l'équilibre et à se souvenir de ses racines. Cette dualité, mannequin international et âme de fille du littoral, forgea une aura unique, à la fois accessible et insaisissable. À son apogée, Chloé ne se limitait pas au podium.
Elle devint l'égérie de campagne mondiale, du parfum de luxe aux bijoux artisanaux. Les marques voyaient en elle l'occasion de raconter une histoire singulière, non pas seulement un corps parfait, mais un esprit qui ose vivre selon ses propres règles. Les critiques mode évoquaient Chloé comme la preuve d'une transition dans l'industrie, d'anciens standards rigides vers la célébration de la personnalité et de l'histoire individuelle. À ce moment-là, Chloé Lecarreux n'était pas seulement un nom, elle était un top modèle devenu symbole. Au sommet de sa carrière, alors que beaucoup de mannequins acceptaient toutes les offres pour préserver leur place, Chloé Lecarreux commença à dire non aux projets qui ne correspondaient pas à ses valeurs. Elle refusa un contrat publicitaire avec une grande marque de fast fashion en désaccord avec ses méthodes de production peu durables et les mauvaises conditions de travail imposées aux ouvriers. Cette décision lui coûta une somme considérable, mais Chloé affirma « Une belle image ne peut pas se construire sur l'injustice ». Elle provoqua aussi la controverse en posant pour une série mode sans aucune retouche numérique, laissant apparaître des marques de bronzage irrégulières et de petites cicatrices sur sa peau. Là où beaucoup craignaient qu'une image imparfaite ne nuise à leur carrière, Chloé voulait prouver que la beauté réelle n'avait pas besoin de se cacher derrière un filtre. Les clichés devinrent rapidement viraux, salués pour leur authenticité mais critiqués par ceux qui préféraient l'idéal lisse de la mode. En parallèle, Chloé s'impliqua dans des projets communautaires, notamment des campagnes de sensibilisation à la protection des océans. Un engagement lié à son enfance à Biarritz. Elle publia régulièrement des photos d'elle, ramassant des déchets sur la plage ou appelant à réduire l'usage du plastique à usage unique. Certains magazines jugèrent qu'une top modèle internationale ne devrait pas perdre du temps dans des activités peu glamour. Mais pour Chloé, ces gestes faisaient partie de son identité. Dans le milieu, on se souvenait d'elle comme de celle qui préférait perdre un contrat plutôt que ses principes. Un créateur confia « Elle entre dans une pièce avec assurance et en repart avec le respect de tous, même si elle vient de nous dire non. » Kai. La différence de Chloé ne tenait pas seulement à son physique ou à son style sur le podium, mais à sa manière de construire son image. Plutôt que de devenir une marque formatée, elle montrait aussi ses moments ordinaires. Un sourire en mangeant une glace, ses cheveux ébouriffés après le yoga, ou un instant yin lang face au coucher de soleil. Cela créa un personnage à la fois proche et impossible à imiter. Ainsi, elle devint une source d'inspiration pour toute une génération de jeunes mannequins qui rêvaient de percer sans sacrifier leur identité. Chloé prouva qu'en restant fidèle à soi-même, on pouvait réussir et rester un top modèle respecté. Au moment où sa carrière semblait la plus solide, Chloé Lecarreux réduisit soudain ses activités de mannequinat. Au début, ses admirateurs crurent à une simple pause avant un nouveau projet, mais les semaines passèrent et son silence devint étrange. Tout commença par un accident mineur en apparence, mais aux conséquences importantes. Lors d'une séance photo en extérieur, dans le sud de l'Italie, Chloé glissa sur un rocher en se déplaçant entre deux décors. La chute lui causa une blessure à la jambe droite, l'obligeant à s'arrêter plusieurs mois. La douleur physique finit par disparaître, mais cette immobilité forcée bouleversa son rythme de vie. Pour la première fois depuis des années, elle se retrouva plongée dans un calme total, sans lumière de studio, sans musique, sans vol long courrier. Cette coupure brutale la déstabilisa. Sur les réseaux sociaux, les anciennes images de Chloé continuaient à circuler, mais elle-même restait absente. Quelques articles posèrent la question « Où est passée Chloé Lecarreux, le top modèle au vent marin ?» Une fois remise, elle revint à Paris. Mais retrouver la cadence effrénée et répondre aux attentes gigantesques du milieu lui parut plus difficile qu'avant. Lors d'un défilé, elle réalisa qu'elle marchait mécaniquement, l'esprit vide. Ce soir-là, elle décida de mettre sa carrière entre parenthèses pour une durée indéterminée.
Certains avancèrent qu'elle quittait la scène à cause de la limite d'âge des mannequins, d'autres parlèrent de désaccord avec son agence. Chloé ne confirma rien. Parfois, elle publiait une photo de l'océan à Biarritz ou d'une forêt en automne, avec pour seule légende « toujours là ». Ce minimalisme alimentait encore plus la curiosité. Des marques prestigieuses lui proposèrent de revenir pour des campagnes anniversaires, mais elle refusa, expliquant à des proches qu'elle ne voulait pas être un symbole du passé. Si retour il devait y avoir, ce serait pour offrir quelque chose de nouveau. Durant cette période, Chloé passa plus de temps avec sa famille, suivit des cours de céramique, pratiqua la plongée sous-marine et s'engagea auprès d'une association de protection de la faune marine. Ces moments, bien que loin du glamour, avaient pour elle autant de valeur qu'une couverture de magazine. La disparition de Chloé Lecarreux de la scène n'eut rien de dramatique ou de bruyant. Elle ne partit pas vraiment, elle cessa simplement d'être là où l'on s'attendait à voir un top modèle comme elle. Ces dernières années, le nom de Chloé Lecarreux est moins présent sur les podiums et les couvertures, mais l'empreinte qu'elle a laissée sur la mode demeure. Avant elle, rares étaient les mannequins qui osaient défendre un mode de vie personnel, refuser des opportunités lucratives pour préserver leurs principes. Après elle, de jeunes visages ont trouvé le courage d'affirmer leur identité, même au risque de perdre des contrats. Les critiques la surnommant l'icône de l'authenticité, une mannequin qui a prouvé que le charme ne réside pas dans une perfection figée, mais dans l'histoire et l'esprit qui l'accompagne. L'image de sa chevelure blonde ébouriffée par le vent marin de Biarritz, son regard lointain mais résolu, est devenue le symbole d'une époque où la mode commençait à élargir sa définition du beau. Aujourd'hui, lorsqu'on lui demande si elle compte revenir sur les podiums, Chloé se contente de sourire. « Si j'ai une nouvelle histoire à raconter, peut être que je reviendrai. Sinon je continuerai à vivre la mienne, là, bas, là. Peut être que Chloé Lecarreux, le top modèle libre et insaisissable, n'a jamais vraiment disparu. Nous avons simplement cessé de la croiser là où nous pensions toujours la trouver. Et qui sait, un jour, si la mode a besoin d'un nouveau souffle, elle réapparaîtra avec l'odeur du sel et la lumière d'un lever de soleil sur Biarritz.